Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Comme vous savez, hier, la Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt d'importance historique pour le peuple sahraoui, en jugeant que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts, relevant de souverainetés distinctes, et qu'une exploitation économique du Sahara occidental ne peut se faire que dans le cadre du droit à l'autodetermination, c'est-à-dire avec le consentement du peuple sahraoui et son représentant, le Front Polisario. Il y a 4 ans, le Front Polisario a introduit une requête au niveau du tribunal européen de justice contre l'accord de libéralisation signé entre le Maroc et l'Union européenne en 2012. L'origine c'était en 2000, mais en 2012. Contre l'application de cet accord au Sahara occidental. Comme nous avons une année plus tard introduit une requête en 2013 contre l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Bien entendu, en introduisant ces requêtes, loin de nous l'idée de faire annuler un accord qui intéresse seulement le Maroc. Si cet accord ne s'applique qu'au seul Maroc, nous n'avons rien à dire. Et nous respectons ces accords entre l'Union européenne et le Maroc. Mais notre requête visait à ce que le Sahara occidental ne soit pas inclus dans ces accords, qu'il s'agisse de la pêche ou de l'agriculture. Pour vous rappeler, certains d'entre vous qui avaient suivi les débats au niveau du Parlement européen à l'époque, on utilisait n'importe quelle sorte de subterfuge pour faire avaler la couleuvre en prétendant que le Maroc est une puissance administrante de facto. Aujourd'hui, hier, la Cour a été très claire en disant que c'est un territoire non autonome et que le Maroc y est, appelant la résolution 34-37 de l'Assemblée générale du 21 novembre 1979, que le Maroc est puissance occupante, ce qui d'ailleurs a été réaffirmé par l'admission, l'acceptation de la déclaration du Front Polisario en ce qui concerne les conventions de Genève en juin 2015, parce que seuls les mouvements de libération, dit-on, ça c'est le paragraphe, l'article 96.2 des conventions de Genève, que seuls les mouvements de libération qui luttent contre l'occupation coloniale peuvent, leurs déclarations vis-à-vis des conventions de Genève peuvent être acceptées. Donc, on utilisait ce subterfuge. On sait parfaitement que bien des délégations du Parlement européen ont été empêchées à l'époque de se rendre dans les territoires à la veille des discussions de ces accords. Donc aujourd'hui, la Cour rend justice au peuple sahraoui. Aujourd'hui, la Cour clarifie d'une manière solennelle et claire que le Sahara occidental n'est pas le Maroc. Et met fin à ce double langage, ou cette position double de l'Union européenne qui publiquement déclare qu'elle ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et dans la pratique signe des accords, et il sait parfaitement bien que cela inclut le Sahara occidental. Donc un arrêt net à cette politique, ce double discours que l'Europe a utilisé. Donc nous, Front Polisario, peuple sahraoui, République sahraoui, nous voulons exprimer notre satisfaction pour ce jugement, cet arrêt de la Cour, qui bien entendu rappelle, comme j'ai dit, les données fondamentales du conflit en tant que problème de décolonisation, territoire non autonome, qu'il n'y a aucun doute, et la référence essentielle
dans cet arrêt de la Cour, c'est l'opinion de la Cour internationale de justice de 1975, rappelant que seul le respect des droits du peuple sahraoui est la réponse, la solution au conflit. Cela m'amène à dire que malheureusement l'Europe jusqu'à maintenant a constitué un frein à la recherche d'une solution. Frein tout d'abord parce que c'est l'abandon de l'Espagne, puissance européenne, en 1975 et son non-respect de la légalité internationale et le brigandage qui a été fait en signant un accord pour le partage du territoire avec le Maroc et la Mauritanie, qui est la cause de ce conflit que connaît la région du nord-ouest africain depuis plus de 40 ans. Entretenu aussi par l'Europe, parce que le rôle joué par la France et l'Espagne, d'autres pays européens pendant des années de guerre, en assurant au Maroc une aide militaire consistante, et également depuis l'arrêt des hostilités et la signature d'un plan de règlement sous les auspices des Nations Unies en 1991, l'obstacle, c'est la France au niveau du Conseil de sécurité, autre puissance européenne qui exploite d'une manière démesurée son statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour bloquer toute démarche visant à trouver une solution au conflit sur la base du respect du droit international. Mais également le silence sur les violations des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que des dizaines de Sahraouis croupissent illégalement dans les geôles marocaines seulement pour avoir voulu exprimer leur opinion librement. Singulièrement le cas des détenus de Dénésique dont certains ont été condamnés à perpétuité, d'autres à 20 ans, 30 ans, 40 ans, juste pour avoir voulu exprimer leur point de vue au cours des démonstrations à Dénésique et qui malheureusement, 6 années après ce jugement, continuent de giser dans les geôles marocaines. L'Europe aussi, il y a un double standard, droits de l'homme ailleurs et silence sur le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Et là aussi, c'est dans le sens de cette conspiration, ce qui, à mon sens, m'amène à dire que c'est une position irresponsable, parce que le conflit du Sahara occidental, c'est l'un des conflits, sinon le conflit le plus proche géographiquement de l'Europe, situé, si on le voit du côté marocain, à 12 km de l'Europe, et du côté des îles Canaries de l'Espagne, d'à peine 100 km. Et que c'est l'un des conflits où il n'y a pas de représentant spécial de l'Union européenne, il n'y a pas d'intérêt de l'Union européenne, comme si le message que veut donner l'Europe, malheureusement, est que nous jouons le pourrissement, nous jouons la carte, la désunion du Maghreb, nous jouons la carte, et c'est irresponsable, de l'instabilité, parce qu'à côté il y a la Libye, à côté il y a le Mali, c'est le Sahel et le Sahara, et cette position de l'Europe est inexplicable vis-à-vis du conflit du Sahara occidental, parce qu'au-delà de l'exploitation effrénée des ressources naturelles, il y a également la position politique que j'ai mentionnée. Donc, je ne veux pas être long. Actuellement, comme vous savez, il y a une situation inédite à Guerguerat, dans le sud du Sahara occidental, où les armées sahraouies et marocaines sont séparées d'à peine 100 mètres depuis le 28 août 2016, avec un silence total des Nations Unies et un silence de l'Europe, bien entendu. Donc une situation qui peut être exclusive, où l'Europe a certainement un grand rôle à jouer. Donc nous exprimons notre satisfaction pour cette décision de la Cour et nous demandons son application immédiate. Et dans ce cadre, notre appel est à la Commission, au Conseil, pour que ces conclusions, cet arrêt soit exécuté pleinement, mais aussi notre appel au Parlement européen. Parlement européen qui peut jouer un rôle extrêmement important. Certains d'entre vous ont
assisté, ont accompagné les dernières discussions pour l'accord de pêche et puis l'accord agricole avant. Et vous savez, toutes les subterfuges qui étaient utilisés à l'époque, maintenant les masques sont tombés, il n'y a pas de doute. La Cour est claire et nette sur cette question. Donc le Parlement européen est appelé à jouer un rôle important et nous l'appelons à jouer ce rôle pour la mise en application de cet arrêt que vient de publier la Haute Cour de justice européenne. Donc je vous remercie. Après cette présentation, j'ai acté de moi l'avocat qui a défendu cette cause depuis le début, et monsieur le professeur Gilles Devers et Manuel de Devers, qui également nous ont accompagnés, sinon les seuls, dans cette procédure au niveau de la Cour, dans ce chemin qui nous a parcouru, mais aussi, je pense qu'il reste des chemins, et nous aurons toujours besoin d'eux. Alors, je fais quelques présentations techniques sur ce que c'est que cet arrêt. Pour en dire trois choses, le premier point, c'est que vous avez là une décision de justice qui s'inscrit dans une très grande tradition qui est la tradition du droit international général. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout voir une affaire Front Polisario. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui se saisit des principes les plus fondamentaux du droit international. Et je vous encourage évidemment à imprimer le document, à le lire, et vous voyez que la première référence que prend la Cour, c'est la Charte des Nations Unies, son article 1 et le droit des peuples. Voilà. Donc on a beaucoup enfermé le débat sur des questions de douane, de ceci, d'aspects techniques qui sont intéressants, mais il ne faut pas du tout se tromper sur la lecture de l'arrêt, c'est du droit fondamental européen, et la Cour inscrit cette histoire dans les aspects les plus fondamentaux du droit international général. Vous avez donc trois notions sur ce plan. La première, c'est la référence à la charte de l'ONU comme première référence de l'arrêt. Nous sommes sur une question de droit des peuples. Et c'est cette référence au droit des peuples qui va ensuite entraîner le reste. Le deuxième point par rapport à un certain nombre de discussions que l'on voit apparaître, c'est la référence au droit international humanitaire, ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre, et qui fait référence au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU pour dire que le Maroc est puissance occupante. Voilà, ce sont donc les conventions de Genève qui s'appliquent. Et quel est le statut du Maroc au Sahara occidental? C'est celui de puissance occupante au sens des conventions de Genève. Ce qui veut dire également beaucoup de choses, parce que vous renvoyez là à un régime qui n'est plus... Qu'est-ce que c'est que la situation là-bas? C'est un cadre général dans lequel tout le monde peut trouver les références. Et le troisième volet dont se saisit la Cour, c'est du droit de la décolonisation, c'est-à-dire tous les principes posés à partir de 1962, et il faut évidemment saluer la lutte des peuples d'Afrique et du peuple algérien sur le droit à l'autodétermination, qui est reconnu et qui figure dans les éléments de référence de l'arrêt. La Cour de justice de l'Union européenne s'est saisie de la charte de l'ONU, du droit international humanitaire et du droit à l'autodétermination pour poser le cadre juridique de cette affaire. Voilà. De ce point de vue, je veux quand même souligner la qualité relationnelle exceptionnelle que nous avons eue avec les dirigeants du Front Polisario depuis le premier jour. Je veux évidemment rendre ici hommage à la mémoire du président Abdelaziz, avec qui on avait pu présenter le projet. Nous avions eu des discussions qu'il faut qualifier de très pénétrantes, de très haut niveau, et il avait mesuré les risques, mais il nous avait dit c'est évidemment quelque chose qu'il faut essayer de faire et d'aller le plus loin possible dans l'application du droit. Donc je dois souligner la lucidité d'analyse et la qualité du travail que l'on a eu entre un groupe politique
souverain, seul représentant d'un peuple, et qui arrive à travailler avec des avocats et à comprendre qu'il y a une part pour la justice qu'il faut pouvoir utiliser, ce qui ne remettra en rien en cause, évidemment, le leadership politique, vu qu'une décision de justice n'a jamais réglé le sort d'un peuple. Deuxième volet, deuxième série de remarques, c'est quelle a été l'approche de la Cour sur le plan technique. Nous avons l'habitude souvent de voir une juridiction, quand elle a un dossier important qui arrive, d'essayer de trouver comment ne pas le juger tout de suite pour gagner du temps. Donc c'est un moyen de forme, c'est un moyen qui est intéressant mais qui permet d'éviter. Bon. Et de ce point de vue, il est tout à fait clair, et on peut le démontrer, mais je sais qu'il y aura notamment dans la littérature juridique beaucoup d'articles qui vont être publiés, que la Cour a raisonné de manière inverse en disant: j'ai sur mon bureau le dossier du Sahara occidental et du peuple sahraoui, je vais chercher à le traiter de manière globale, entière, et à fermer toutes les portes pour que viennent d'autres contentieux que nous aurions pu oublier. Et dans la lecture de l'arrêt, dans des attendus, dans des références, dans beaucoup de choses, on voit une volonté de la Cour de traiter globalement l'affaire dans tous ses aspects et de créer pour tous les juges de tous les États européens et pour tous les Européens et donc pour toutes les entreprises européennes un corpus juridique net, clair et précis. C'est-à-dire que quel est le droit applicable à n'importe quel sujet européen, c'est ce qui est dans l'arrêt du 21 décembre, et un travail de rédaction tout à fait exceptionnel a été fait sur ce plan. Les références aux décisions clés de l'ONU sont pas le moindre aspect. Alors l'un des paradoxes qui s'explique en vraiment 2 minutes, c'est que cela se termine par l'irrecevabilité. L'irrecevabilité est la plus belle de nos victoires, parce qu'elle signifie que dans l'approche de la Cour, le Maroc et le Sahara occidental sont des territoires tellement distincts, qui relèvent de ce régime juridique totalement distinct, qui relèvent d'histoires juridiques et légales qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, de telle sorte que la population sahraoui qui est sur ce territoire-là du Sahara occidental ne peut en aucun cas être concernée par ce qui se passe sur le territoire du Maroc. Et il y a ici un message extrêmement fort. Les deux territoires sont tiers, sont tellement distincts qu'il ne peut y avoir aucun impact de ce qui arrive au Maroc sur le Sahara occidental, de la même manière qu'il ne peut y avoir aucun impact d'un accord qui serait passé avec l'Italie vis-à-vis de l'Espagne. Voilà. C'est donc une question fondamentale de souveraineté, et le message est d'une grande puissance. Aussi, on lit avec surprise, amusement et un peu désolation les commentaires disant ça y est, c'est perdu parce qu'ils sont jugés irrecevables, alors que cette irrecevabilité, on aurait donné n'importe quoi pour l'obtenir, vu qu'elle signifie que c'est l'indépendance d'un territoire qui est reconnu. Voilà. Le troisième volet, ça serait de tirer les 2 règles juridiques essentielles qui vont nous permettre maintenant de construire l'avenir. La première est que la Cour dit que depuis qu'il y a des accords de coopération entre l'Union européenne et le Maroc, c'est-à-dire depuis 16 ans, l'accord qui est signé, les accords qui sont signés avec le Maroc ne se sont jamais appliqués qu'au seul territoire du Maroc. Il n'y a jamais eu, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour tout autre secteur, il n'y a jamais eu une hypothèse où l'accord a pu s'appliquer valablement de l'autre côté de la frontière. Ce qui veut dire que ce qui se passe depuis 16 ans dans tous les secteurs d'activité,
c'est de l'abus de droit, c'est des voies de fait, c'est du crime, c'est de l'illégalité, mais cela n'a rien de légal. Et donc l'arrêt qui a été rendu hier 21 décembre va beaucoup plus loin que celui que nous avions obtenu devant le tribunal, vu que le tribunal avait dit j'annule l'accord de rehaussement dans la mesure où il s'applique au Sahara occidental, alors ici la Cour nous dit non, il n'y a rien à annuler, c'est simplement une lecture du droit pour tous les accords qui ont été faits depuis tout le temps. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça a donné? De l'autre côté, c'est pas du légal, vu que l'accord n'y s'est jamais appliqué. C'est donc de la voyouserie, c'est de l'illégalité. Et ça engage la responsabilité. C'est-à-dire que c'est un cas de responsabilité. Et tout ce que la Commission européenne a fait sur le territoire occidental depuis 16 ans engage sa responsabilité, d'autant plus grave qu'il y a évidemment l'impact économique direct, mais ces méfaits, ces violations du droit ont été utilisés pour reporter l'organisation du référendum et donc maintenir ce système de domination coloniale. Donc dans l'immédiat, eh bien, on va tenir compte de ça et vis-à-vis de la Commission, les débats vont être très clairs, c'est-à-dire que la décision de justice s'impose et nous espérons qu'il y aura un dialogue fructueux auquel cas on va s'organiser simplement pour préparer un bel avenir. Mais nous avons depuis cet arrêt un levier extrêmement fort, c'est qu'il y a 16 ans de dommages-intérêts et de préjudice pour le peuple sahraoui à réclamer, et que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons pour demain, nous n'aurons aucun problème pour le mettre en œuvre. La Cour elle-même disant que l'application de l'accord sur le territoire a forcément impacté la population. Voilà. Donc ça, c'est un volet tout à fait essentiel. Le deuxième volet concerne l'action vis-à-vis de la Commission. Le deuxième volet concerne ce que nous avons à faire vis-à-vis des entreprises européennes. Les entreprises européennes sont des sujets de droit européen, soit qu'elles investissent au Sahara occidental, soit qu'elles exportent les produits du Sahara occidental. Or, en tant que sujet du droit européen, elles doivent pleinement respecter la légalité européenne. Et il leur est donc dit depuis hier que ces entreprises n'ont plus aucun statut juridique à partir du moment où elles exercent une activité quelconque au Sahara occidental, dans les eaux du Sahara occidental, ou à partir des produits du Sahara occidental. Et nous allons donc toutes les contacter en leur disant « Vous avez besoin d'un statut juridique, donc si vous voulez rester sur cette option, il vous reste une seule solution, c'est de partir. La deuxième solution, c'est de régulariser la situation avec le seul représentant du peuple sahraoui, c'est-à-dire le Front Polisario. Et il ne peut y avoir aucun autre débat. Là encore, la Cour a totalement bordé l'affaire en disant, en tournant ce qu'on pourrait appeler la page Corel en quelque sorte, consistant à dire oui, mais il peut y avoir une exploitation si elle est dans l'intérêt du développement du territoire pour le peuple, etc. Ça s'est réglé en une formule par la Cour qui dit la question ne se pose pas de savoir si cette exploitation elle est favorable ou défavorable, il suffit de constater que le consentement du peuple sahraoui n'a pas été sollicité, terminé. Donc une entreprise va nous dire mais tout ce que je vous ai fait, c'est pour le développement, c'est pour des routes, c'est pour... Est-ce que tu as demandé notre avis? Non, donc c'est fini. Voilà. Et nous allons être, je dois dire, extrêmement fermes sur cette question. L'un des risques, et je vous mets évidemment en garde là-dessus, ça serait de considérer que ce qui a été dit hier par la Cour est intéressant, mais finalement, c'est simplement redire ce qui avait été dit ce qui figure dans les résolutions, redire ce qu'avait dit la Cour internationale de justice, et qu'on va se retrouver encore à discuter. Alors il y aura toujours discussion, mais pour nous, en tant qu'avocats, le mandat est clair, un arrêt de justice doit être appliqué. Il n'y a plus de société si on n'applique pas les décisions de justice.
Donc, nous allons mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire vis-à-vis des entreprises européennes pour qu'elles respectent la légalité européenne. Et il y aura des procédures engagées dès le mois de janvier pour faire interdire l'exportation des produits agricoles qui viennent des territoires occupés, car il ne peut pas y avoir de présence européenne sur le territoire du Sahara occidental. Les entreprises ont 15 jours pour comprendre. Question? Bonjour, j'aimerais demander si vous pouvez confirmer ce que M. Sedati a dit, que c'est une puissance occupante. Vous êtes d'accord avec ça? Que c'est ça que la Cour a dit? Oui, je peux vous le confirmer. Si on a 5 minutes, je vous retrouve le visa dans le texte. En tout cas, je confirme absolument que à partir du moment où la Cour commence son raisonnement sur la Charte de l'ONU et le droit des peuples, qu'elle vise les bonnes résolutions de l'Assemblée générale 34-37 et également du Conseil de sécurité, elle parle de puissance occupante et elle parle ensuite de territoire contrôlé par le Maroc. Voilà, c'est le point 35. Voilà. C'est le point 35 où il est fait référence à l'occupation, persistance de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, et où il est également demandé de mettre fin à l'occupation du territoire du Sahara occidental, et où il est dit le Front Polisario représentant du peuple du Sahara occidental. Voilà. Ma question s'adresse à la direction du Front Polisario, M. Haddad et M. Sedati. Est-ce que vous comptez saisir, comme a dit M. Devers, les entreprises européennes qui sont illégalement, maintenant depuis hier, selon les éclairages lumineux de M. Devers, dans l'illégalité la plus totale? Et notre question à M. Devers, est-ce que l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg est exécutoire? C'est-à-dire que ce n'est pas un avis, c'est un arrêt. C'est-à-dire que c'est comme un tribunal qui contraint quelqu'un à payer la pension alimentaire. Est-ce que c'est de même acabit ou pas? Je n'ai pas compris. Merci. Effectivement, comme a dit Maître Devers, à partir d'aujourd'hui, une décision de justice est là pour être appliquée. Donc le texte est clair, la lettre et l'esprit sont clairs. Le Sahara est un territoire distinct du territoire du Maroc, donc c'est un territoire non autonome. L'exploitation des ressources ne peut se faire sans le consentement de la population du territoire. Donc, bien entendu, c'est cette base que nous allons saisir toutes ces sociétés qui, pendant des années, ont ignoré le statut juridique du territoire et qui ont continué, qui ont participé à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental. Donc, bien entendu, nous allons commencer à partir de janvier à toucher ces sociétés elles-mêmes et de demander la mise en application de la décision de la Cour. Mais pour ce qui est du caractère applicable, il ne faut pas faire dire à l'arrêt plus qu'il n'a dit. C'est-à-dire que dans le parcimotif, il n'y a pas de condamnation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous allez maintenant avoir dans l'espace européen une problématique sur l'application de l'accord, tout juge va être obligé d'appliquer ce qui a été jugé par la Cour. Et donc nous allons faire la démonstration que le droit tel qu'il a été fait va s'imposer à tout juge saisi d'un litige qui va concerner par exemple les exportations agricoles. Donc pour être précis, je dirais qu'il n'y a pas une application directe au sens où si on ne faisait rien du tout, il ne se passerait rien, voilà. Mais nous allons mettre en œuvre des choses simples et aucun juge ne peut maintenant échapper à cette jurisprudence vu qu'elle vient de la juridiction la plus importante du droit européen et la seule qui peut interpréter pleinement les accords. Je devrais dire aussi une troisième chose, c'est que les entreprises et je pense également les États ont un certain discours d'accompagnement vis-à-vis du Maroc qu'ils ont
c'est un rétropédalage et de voir comment trouver des issues, car il y a des choses qui se faisaient auparavant qui deviennent impossibles à très bref délai. Bonjour Maître Devers. Est-ce qu'à partir de cet arrêt, on peut dire que la Cour de justice européenne considère le Front Polisario comme ayant une personnalité juridique? On peut le dire de trois manières. La première, c'est qu'elle fait directement référence aux résolutions de l'Assemblée générale qui le reconnaissent comme représentant du peuple sahraoui. Voilà. La deuxième, et qui est un petit peu paradoxale, c'est qu'à la fin, il y a une notion de condamnation aux dépens du Conseil. Bon, donc ce n'est pas une condamnation qui va coûter cher parce que juridiquement, le Conseil n'a pas eu de dépens. Mais par hypothèse, si vous demandez à quelqu'un de payer, c'est que vous le reconnaissez. Donc cette petite additif est pour nous tout à fait intéressante, mais qui conforte cette lecture-là. Voilà. Et la troisième chose est que nous sommes sur une construction un petit peu complexe du droit, mais nous étions là sur un pouvoir en cassation. Et donc ce qui n'a pas été cassé reste, c'est ainsi. Or nous allons donc retrouver la jurisprudence du tribunal là où elle n'a pas été cassée, et le tribunal avait parfaitement reconnu la personnalité du Front Polisario. Ceci dit, nous avons à faire des recours, parfois au nom de syndicats, parfois au nom du Front Polisario, et vous verrez que dans les discussions, dans les débats judiciaires qui viendront, cette question sera très rapidement réglée parce que d'un point de vue de l'analyse d'un professionnel du droit, la personnalité juridique du Front Polisario comme sujet de droit international, seul représentant du peuple sahraoui, seul capable de donner le consentement pour le peuple sahraoui, est absolument incontestable dans cet arrêt. Alors, oui, pour Maître, est-ce que donc, à partir de cette décision, le Maroc n'a plus aucun recours possible ou il est encore possible de faire, disons, du juridisme même au niveau des États et, disons, d'entrer carrément dans le dilatoire? Si c'est un dilatoire, il va se jouer à quelques semaines près. Mais l'arrêt de la Cour s'impose à ces États, vu que les États ont fait le choix d'intervenir dans la procédure. Donc ils sont parfaitement au courant de l'arrêt, vu qu'ils sont venus apporter tous leurs arguments, et tous leurs arguments se sont fracassés devant cette jurisprudence. Donc la France pourrait dire, mais il y avait cette procédure, j'étais pas au courant, moi j'avais des arguments à faire valoir. Ils ont tout fait. Le Conseil a produit tous ces arguments, la Commission a produit tous ces arguments, et la France, et l'Espagne, et le Portugal, et l'Allemagne, et la Belgique. Et ils ont tous tenté leur chance. Et lors de l'audience, il y en avait 8 qui étaient là pour plaider contre nous, et le Maroc également, par le biais du syndicat. Donc maintenant, la justice s'est prononcée. Et je crois que dans un monde où on veut lutter contre la violence, on respecte la justice. Donc le Maroc a toute son histoire, a tout son développement qui lui est assuré, peut avoir des relations absolument privilégiées avec la France et avec l'Europe dans son territoire, mais il doit être clair maintenant qu'on entre dans une phase nouvelle qui est de reconnaissance du statut juridique indépendant avec le référendum d'autodétermination pour un territoire qui n'a rien à voir avec la souveraineté du Maroc. Question from Julia in Sweden on our live streaming. How can we make sure now that no goods will come from Western Sahara into Europe? That's a question for Devers, or I don't know if the question is correctly posed. Please also speak loudly so people can hear online. I can answer to that question. The thing is that we've got already all the case law from the European Court of Justice that the European Commission, as the guardian of the fundamental treaties of the EU, has to ensure that this treaty are respected. And so we've got already case law regarding Turkey, where producers were cheating the association agreements, and the court said that the European Commission has an obligation, as the guardian of the treaty, to ensure that the third country is implementing properly the association agreements.
So that's again very clear obligation on the Commission to act. And if the Commission is failing, then there is a case for liability for the Polisario. We have another question from Anna, also in Sweden. There is certain media that states that trade as usual can continue. You see this also in statements by the High Representative and now also the French government, which seems to imply that business as usual can continue. What would your comment be to that? Well, the answer is really simple to that. To commercialize a product in the European market, you have to make that product that is a foreign product a European product. And so the question is, what's the legal basis to transform technically that product, to make it foreign and becoming European? If you've got no legal basis, you cannot make that transformation. So that's not possible to take product from Western Sahara, as there is no legal basis under EU law for importing or exporting these products. So once again, that's on the Commission, which is the executive organ of the EU and the guardian of the treaty, to make sure that no good enter the open market, because there is no legal basis to do so. Erika? Erika. Alexandre? J'aimerais demander une clarification parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont dit que ce jugement est un blow à Polisario et que Polisario a perdu. Et est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que quand on lit le jugement, on a l'impression que Polisario a perdu. Alors, quand hier il y a le délibéré, sur le moment, on passe un mauvais moment. Quand il y a la lecture, vu qu'il est dit que l'arrêt que nous avons gagné est cassé, que le Front Polisario est irrecevable, qu'il doit payer les dépenses du Conseil, on se dit que ce n'est pas une bonne journée. Voilà. Et puis, dès qu'on continue un petit peu l'analyse, on voit que le Front Polisario n'est pas condamné à payer les dépenses des États et qu'il n'est pas condamné à payer les dépenses de Comaguerre. Donc, on se dit déjà, ça doit être plus ambigu. Voilà. Et quand on lit l'arrêt, on comprend ensuite le mécanisme. Donc, vous avez finalement une bonne concordance entre les deux décisions. Et l'erreur, c'est de considérer, et ça, M. Haddad le dit clairement, que nous aurions demandé l'annulation de l'accord qui existe avec le Maroc. En aucun cas. Et ce qu'avait dit le tribunal, le tribunal et la Cour, finalement, se retrouvent d'accord sur un point, qui est de dire que l'accord ne peut s'appliquer que sur le territoire, valablement que sur le territoire du Maroc. Et la Cour avait dit, ce qui se passe sur le territoire du Sahara occidental, c'est l'application de l'accord, et donc j'annule l'accord en ce qu'il s'applique sur le territoire du Sahara occidental. Et la Cour dit, non, au point de vue légal, les règles de droit sont tellement fortes que l'accord n'a jamais pu s'appliquer légalement. Donc de ce point de vue-là, il casse l'arrêt et il dit que le Front Polisario, qui est un territoire tiers, est irrecevable à intervenir dans la procédure. Donc c'est vrai que ça crée un petit brouillard d'apparence, de dire qu'il y a une irrecevabilité du Front Polisario, l'arrêt est annulé et l'accord est maintenu, mais il faut pouvoir lire le texte avec tous les éléments que l'on a, pour comprendre que la véritable portée finalement va même plus loin que le jugement du tribunal de l'an dernier. Voilà. Par ailleurs, sur le plan de cette expression, de cette analyse qui est faite, je pense que la propagande marocaine s'organise une nouvelle désillusion, parce qu'ils sont en train d'applaudir cette décision de justice, parce qu'il y a cet aspect formel d'irrecevabilité, alors que l'irrecevabilité, c'est simplement dire parce que vous êtes un État tiers, et ils sont en train d'applaudir cet arrêt, de dire c'est notre grande victoire, alors qu'ils ne sont pas vus qu'à l'intérieur, ils sont puissance occupante, que c'est des territoires distincts, qu'ils n'ont aucun droit d'être au Sahara occidental, que toutes les entreprises... Donc, merci, on leur dit merci
d'approuver cette décision de justice, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils aient une lecture un peu plus intelligente et qui ne s'accrochent pas sur cette irrecevabilité qui est dérisoire pour s'intéresser au contenu de l'arrêt. Mais là, pour le moment, ils sont en train d'accréditer, de féliciter une décision de justice qui donne le plus que nous pouvions obtenir. Voilà. Oui, je voudrais juste ajouter quelques éléments sur à propos de cette question-là. Quand le Front Polisario engage le recours, son principal problème, c'est qu'il y a une pratique lourde de la part des institutions de traiter en pratique le territoire du Sahara occidental comme un territoire marocain. Or, quand on prend tous les traités qui sont conclus entre l'Union européenne et le Maroc, il est toujours dit que le traité s'appliquera au territoire du Maroc. Et c'est ici que commence l'ambiguïté. La question, c'est quel sens on donne à cette disposition? Est-ce que c'est le territoire du Maroc au sens du droit marocain, ou est-ce que c'est le territoire du Maroc suivant le reste de la communauté internationale, c'est-à-dire sans le Sahara occidental? Et après viennent se glisser les institutions de l'Union qui disent soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, maintenir le statut de territoire non autonome, et pourtant, en pratique, à agréer les exportateurs marocains implantés au Sahara occidental, envoyer les missions sanitaires pour s'assurer des normes sanitaires de l'Union européenne par les producteurs illégalement implantés au Sahara occidental. Donc il y a cette pratique. Et quand on introduit le recours, notre pari, c'est de dire que cette terminologie de l'accord, qui est de dire le territoire du Maroc, doit être interprétée en prenant en compte cette pratique des institutions. Et donc il y a trois éléments qui sont clés au moment où on engage le recours. C'est d'abord, premier, le Maroc a annexé de jure le territoire du Sahara occidental. C'est-à-dire le sud, c'est chez lui. Première donnée, et ça l'Union européenne ne peut pas l'ignorer. Elle ne peut pas l'ignorer parce que tous les autres accords, les États tiers qui ont des accords économiques avec le Maroc excluent systématiquement le Sahara occidental du champ d'application de ces accords. Et l'Union européenne ne le fait pas. Première ambiguïté. Deuxième ambiguïté, il y a cette pratique d'agréer les exportateurs. Et il y en a à peu près un quart, un tiers qui sont implantés au Sahara occidental dans le cadre de l'accord d'association qui font des certificats d'origine. Troisième élément, le fait qu'il y a ces missions de l'Office alimentaire et vétérinaire qui vont sur place et qui examinent les installations de production marocaine au Sahara occidental. Alors qu'est-ce que dit la Cour? La Cour dit, je sais qu'il y a cette pratique-là, mais les termes du traité sont extrêmement clairs, c'est le territoire du Maroc. Or, le territoire du Maroc, c'est le territoire sans le Sahara occidental. Parce que le Sahara occidental est un territoire non autonome, que le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination. Et que si je fais une autre interprétation, je crée des obligations juridiques à l'égard d'un tiers qui n'a pas consenti. Donc il y a vraiment cette distinction très forte faite entre les deux territoires. Et à partir de là vient l'analyse sur la pratique. Et qu'est-ce que nous dit la Cour? Elle nous dit que cette pratique existe, mais elle n'a pas pu inverser le sens du traité. Simplement, elle est illégale et elle est contraire au principe d'autodétermination et au principe des faits relatifs des traités. Et donc c'est là-dessus que se joue l'irrecevabilité. C'est parce qu'aucun des accords ne s'applique là-bas, qu'il y a cette pratique qui existe, qui est illégale, mais qui n'a pas pu modifier le sens du traité, qu'alors le Front Polisario était déclaré irrecevable. Si la Cour avait considéré autrement que la pratique pouvait modifier le sens du traité, alors le Polisario était irrecevable. Et la question est ouverte dans le cadre du recours de pêche, où là on sait qu'il y a une pratique massive des institutions et que les 2/3 des prises qui sont faites par les navires européens dans les eaux sous la juridiction du Royaume du Maroc sont en fait prises dans les eaux relevant de la souveraineté du peuple sahraoui. Et donc on verra comment est-ce que le tribunal considérera ces éléments de pratique et l'impact que ça aura sur la recevabilité. Et si malgré tout cela, le Maroc continue de considérer cela comme une victoire, nous lui souhaitons beaucoup de victoires de la sorte. Est-ce qu'on peut... Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu hier avec angoisse l'arrêt, mais après tout compte fait, après les clarifications que vous avez apportées, j'ai même lu tout seul, maintenant je considère que l'arrêt de la Cour d'hier est beaucoup plus important que l'arrêt du tribunal, hein, C'est clair. dans le fond et dans la forme. Est-ce que c'est vrai? À tout point de vue, il faut bien voir qu'on va démarrer au mois de janvier un procès devant le tribunal de commerce de Tarascon, où il y a le siège de la société IDIL, et on a déjà une procédure qui est avancée, donc on
mais du syndicat La Confédération Paysanne. Donc le procès va reprendre son cours et le tribunal de Tarascon aura une lecture du droit à faire. C'est ce qui est ici. Et il ne pourra pas dire c'est l'accord de rehaussement qui a été annulé, donc il reste l'accord de base ou ceci. C'est tout accord depuis l'origine ne s'est jamais appliqué. Or, IDIL est une société française qui dépend entièrement du droit européen, qui est est installée au Sahara occidental dans la région de Dakhla. Et donc, tous les produits, tout ce qui est là-bas n'a plus aucun support légal. Voilà. Donc, effectivement, cette décision de justice va beaucoup plus loin que l'arrêt qui avait été rendu le 10 décembre dernier. Sur cette question, je voudrais juste ajouter deux éléments. Le premier d'abord, c'est qu'on voit très clairement une gradation entre l'arrêt du tribunal et l'arrêt de la Cour. L'arrêt du tribunal nous dit le Sahara occidental est un territoire disputé, il y a une application de facto. Avec les conclusions de l'avocat général, on arrive sur le fait que le territoire du Sahara occidental n'est plus disputé, il est territoire non autonome, avec des frontières internationalement reconnues. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que je lis beaucoup de bêtises dans la presse. Le Sahara occidental a des frontières avec le Maroc depuis 1904. Ce sont des conventions qui ont été établies par les puissances coloniales de l'époque. Et toute la décolonisation de l'Afrique s'est faite sur cette base-là. Et ensuite, ces frontières-là ont été acceptées et réitérées dans un accord international conclu entre le Front Polisario, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, à Lisbonne en 1997. L'autre élément dans les conclusions de l'avocat général aussi, c'est qu'il est extrêmement clair pour dire que application de facto, ça ne veut rien dire. Et dans ses conclusions, il explicite très clairement que le Conseil, la Commission n'ont pas été en mesure d'expliquer comment on peut conclure avec le Royaume du Maroc un accord international applicable au territoire du Sahara occidental sans reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire-là. Voilà, l'ambiguïté fondamentale est là. Et la Cour ensuite maintenant conclut. Et elle conclut effectivement sur la majeure de son raisonnement, c'est véritablement le droit à l'autodétermination. Et je crois que c'est peut-être la première fois qu'une juridiction européenne fait une application aussi claire du principe, qui est toujours présenté comme une espèce de principe politique qui n'aurait pas de contenu juridique. Ben là, la base juridique de l'arrêt, c'est le principe du droit à l'autodétermination. L'autre point qui est extrêmement important dans l'arrêt, et ça je veux véritablement le souligner, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effet relatif des traités. C'est-à-dire que quand l'Union européenne conclut un accord avec le Royaume du Maroc, elle ne peut pas créer d'obligation à l'égard d'un sujet tiers, que ce soit la Mauritanie, le Sahara occidental, l'Algérie, n'importe quel sujet ou État qui est tiers à l'accord. Ce principe de l'effet relatif, c'est un principe fondamental du droit, qu'on retrouve dans tous les systèmes juridiques. On le retrouve au plan international, on le retrouve au plan européen, on le retrouve dans les systèmes juridiques nationaux, y compris en droit marocain. Donc il faut comprendre que la règle qui est posée par la Cour, de cette règle de l'effet relatif, avec la nécessité du consentement du peuple sahraoui, jouera également à l'égard des entreprises françaises quand le droit français leur sera applicable, ou n'importe quelle société européenne dès lors qu'il y a un droit national, parce que c'est un principe qui est fondamental à tous les systèmes juridiques. Donc la question fondamentale qui est posée, c'est de savoir comment est-ce qu'une société peut investir au Sahara occidental sur la base du droit marocain, dont personne ne reconnaît la valeur puisqu'il n'y a pas de souveraineté, sans demander le consentement du seul peuple souverain sur place. Donc tous les contrats qui sont conclus là-bas, ce n'est pas seulement les traités, les contrats qui sont conclus là-bas n'ont aucune valeur juridique. Vous avez ça, c'est sur l'arrêt, je signale, c'est le paragraphe 106, qui est vraiment parfaitement clair. On pose la question de est-ce que le Sahara occidental pourrait quand même être inclus d'une certaine manière dans l'accord, et donc la Cour dit il n'est pas nécessaire de déterminer si cette application serait de nature à lui nuire ou au contraire à lui profiter. En effet, il suffit de relever que la mise en œuvre doit recevoir le consentement. Or, rien ne laisse apparaître que le peuple du Sahara occidental ait manifesté un tel consentement. Donc, et le consentement Oui, allez-y. Voilà. C'est pas compliqué. C'est personne d'autre. Thank you for attending. Just something is not clear to me is, or to people, or some articles written in the media. What was the goal of Polisario first to raise this case before the court? What was and why did it raise it, and did they achieve the goal? That's key points we need to.
I explained in the beginning of my intervention that the objective of Polisario is not the cancellation of any treaty or agreement between European and Morocco. The aim and objective of our request is to prevent that this treaty can include Western Sahara. And we got it yesterday. The court have decided that this treaty is not including Western Sahara, because Western Sahara is another country, is a third party, is a no self-governing territory. It means that that is have been our demand, the respect of international legality, and the court have been very clear on this matter yesterday. If I can add something from the legal team, when we had to think about the case, we thought about different actions that could have been brought before European courts. We could have gone before domestic courts, challenging actions by the company. We decided to go after a decision to conclude an international agreement before the European Court of Justice, because first, we knew that the European Court of Justice would understand what is international law and the right to self-determination. Second thing, we went after a decision to conclude an international agreement because that's the core of the external relations of the EU. So today, that's painful for the Commission, the Council, and the Member States, but they have to understand that in Western Sahara, there is a legitimate representative that is a subject of international law, as much as the Member States, as much as the EU, and that is representing the only sovereign people on the territory of Western Sahara. And so, if they want to make deals, they have to ask to the Sahrawi people through the Polisario. So the objective was really to recall that the Polisario and the Sahrawi people exist, that is, it is a diplomatic actor, and you cannot do something in Western Sahara without asking them. Thank you. J'ai beaucoup de questions. J'aimerais demander votre réaction sur la réaction de la France qui a publié un communiqué officiel, et je vais citer. La France rappelle sa position constante sur le Sahara occidental. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable, mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies et conformément aux réactions du Conseil de sécurité. Nous considérons le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une base sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée. Pouvez-vous commenter sur ça, le 2 peut-être? J'ai mentionné la position de la France en tant qu'obstacle à toute recherche de solution. Je me rappelle, il y a quelques années, quand le problème des droits de l'homme était posé devant le Conseil de sécurité, la France avait refusé que le mot droit de l'homme figure dans les résolutions du Conseil de sécurité. Que des organisations aussi respectables que Human Rights Watch, Amnesty International et autres ont visité les territoires et ont apporté des témoignages sur des violations inadmissibles des droits de l'homme au Sahara occidental. Donc, plus tard, jusqu'à ce jour, j'ai mentionné la tension qui existe actuellement dans le site du territoire, qui est la conséquence du refus du Conseil de sécurité de prendre en considération la situation, que c'est la France qui empêche. À plusieurs reprises, les États-Unis ont demandé l'envoi d'une délégation du Conseil de sécurité. Et c'est la France qui s'est opposée à cela. Donc, rien de nouveau. Je sais que la France hier a aussi pris acte de la décision de la Cour, et là c'est important, c'est quand même en diplomatie prendre acte, c'est-à-dire que nous acceptons. J'espère que cela soit appliqué, qu'il soit suivi des faits, et que la France arrête le blocage, mette un terme à ce blocage délivré de toute recherche de solution juste et légale du conflit du Sahara occidental. Donc, pour le reste, c'est de l'eau de consolation pour le Maroc que l'autonomie est une proposition crédible et sérieuse. Ça, c'est répété depuis 2007. Et ça ne fait pas avancer la chose. Et c'est là d'autant plus que le processus de négociation est bloqué depuis 2012. Le Maroc refuse d'aller à la table des négociations. Nous avons dit, nous discutons toutes les options. Parce que pour nous, la seule solution qui vaille, c'est la solution démocratique.
Donc que la population, que le peuple des Sahara occidental soit consulté pour choisir entre l'autonomie, entre l'indépendance, entre l'intégration au Maroc, c'est-à-dire toutes les options. Donc si réellement, démocratiquement, si la France croit à cela, elle doit aider le déblocage de la situation et permettre la mise en application du plan de règlement qui a été adopté par les Nations Unies en 1991 et qui prévoyait la tenue d'un référendum de termination, qui est la seule solution. On ne peut pas imposer. Pendant 40 ans, on a essayé d'imposer une solution militaire. La solution militaire a été impossible. Le Maroc n'a pas pu gagner, n'a pas pu occuper tous les territoires. Et d'ailleurs, la Cour mentionne qu'une partie du territoire est sous le contrôle du Front Polisario, c'est-à-dire le territoire libéré. Donc le Maroc n'a pas été à même d'avoir le sceau de la légalité pour son occupation. La Cour vient de dire que c'est un territoire non autonome. Ce n'est pas un territoire marocain, c'est un autre territoire. Et la solution, c'est le droit de détermination. Et le Maroc aussi n'a pas pu gagner les cœurs des Sahraouis, parce que les géoles marocaines sont remplies de militants sahraouis des droits de l'homme, malgré la présence massive de policiers et de militaires au Sahara occidental, l'antivada continue, les protestations continuent. Donc nous appelons la France à tenir compte de cette réalité et de favoriser la paix au lieu de bloquer toute perspective dans ce sens. Un mot complémentaire sur la procédure, et pour ce qui est du point de vue de la France, mais je peux dire également de la Commission et du Conseil, nous avons parfaitement pu voir qu'il y a une absence de sincérité totale de la France, du Conseil et de la Commission vis-à-vis du Maroc, et que c'est un double discours. C'est un discours qui est de soutien de notre ami, de notre fidélité, etc., etc. Et on fait appel avec vous, on fait le pourvoi avec vous et on soutient. Et dans la réalité des écrits, le Conseil, la Commission et la France ont lâché le Maroc lors de la procédure. Et pour ceux qui ont assisté à l'audience au mois de juillet, c'était tout à fait clair de voir que l'espèce de front commun qui avait un petit peu au début d'audience a complètement explosé dans le reste de la journée et l'après-midi, il n'y avait plus rien du tout. C'est-à-dire que la France, elle sait parfaitement que ce qu'il y a dans cet arrêt ici, c'est la légalité depuis toujours. Et au lieu d'avoir la franchise de dire au Maroc, il faut sortir de ça parce que ça ne tient plus, c'est impossible, et maintenant on n'est plus dans un droit qui est discuté, on est dans un droit qui est appliqué avec le droit européen. Ils ont dit on va te soutenir, on va faire le pourvoi, c'est notre ami le peuple marocain, et maintenant ils vont se retourner vers le Maroc en disant on a fait le maximum pour aller jusqu'à la décision de justice et on doit appliquer la décision de justice. Et je crois qu'il y a eu un manque de considération de l'État français vis-à-vis du peuple marocain, qui, au lieu de dire clairement la vérité au peuple marocain, a fait semblant de soutenir un pourvoi pour que ce soit les juges qui disent. Voilà. Et c'est une chose qu'on a souvent vue en France, où quand il y a des décisions difficiles à prendre, ils font un contentieux pour qu'on aille devant le tribunal et après ils disent ah ben maintenant on applique la décision de justice. Donc je dis très clairement que le gouvernement français a dupé la population marocaine dans ce recours. À titre de suivi de cette question et à la lecture de la déclaration conjointe de Mme Mogherini et du ministre marocain, lorsqu'il parle d'une étude ensemble des implications possibles, d'accord, selon vous, que devrait faire le Conseil et la Commission pour se mettre en mesure d'appliquer effectivement les décisions de la Cour? Ils ont certainement beaucoup de choses à faire encore avec le Maroc, avec qui il y a beaucoup d'attaches, et peut-être statut avancé, peut-être je ne sais. Donc ça c'est une chose, c'est-à-dire que c'est pas perdant-perdant. Voilà, ils peuvent sans doute conforter la situation du Maroc en tant que partenaire dans ses frontières. Mais au niveau de l'application du droit, la seule chose qu'ils doivent dire, c'est maintenant, on ne peut plus reconnaître en aucune manière votre administration. Nous sommes dans l'incapacité juridique de reconnaître à la moindre force aux actes pris par l'administration marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Nous n'avons plus aucun argument juridique pour le faire. Voilà. Et c'est ce discours de réalité qui doit être fait. Est-ce qu'il va l'être ou est-ce que ça sera encore une espèce de semi-mesure en attendant que nous faisions, nous, des procédures pour amener l'application effective? Et on le verra. Voilà. De toute façon, c'est quelque chose qui va se jouer en semaines ou en mois, mais pas davantage. Tout est dit. La Cour prend le soin de dire qu'une application
application quelconque de l'accord marocain sur le territoire du Sahara occidental affecte nécessairement le peuple du Sahara occidental. Voilà. Et affecter veut dire que c'est un cas de responsabilité. Donc le droit est dit. Voilà. Et la Cour, vous voyez par exemple, vous avez ici cette formule, en effet la Commission avance que l'accord de libération ne pouvait être interprété en ce sens qu'il était juridiquement applicable au territoire du Sahara occidental, c'est-à-dire qu'après 3 ans de bataille de procédure, finalement à l'audience, la Commission elle-même dit non, effectivement, l'accord ne peut pas être interprété en ce sens qu'il est applicable au Sahara occidental. Donc à partir du moment où c'est votre argument qui, par le jeu de la procédure, on a amené les institutions à dire elles-mêmes comment est-ce qu'elles peuvent ne pas appliquer une règle qui d'une part est dite par le juge et que d'autre part finalement ils ont été amenés à reconnaître après 3 ans d'efforts, c'est vrai. Donc je crois qu'il faut qu'ils trouvent des solutions pour faciliter la situation avec le Maroc, renforcer leurs liens. Ça, il y a beaucoup de possibilités, ils sont libres, ils font absolument ce qu'ils veulent, mais il est tout à fait clair qu'il y a de l'autre côté un autre territoire et qu'il faut qu'ils aient le courage de le dire en face, et autrement c'est nous qui le mettrons en œuvre. Juste pour poursuivre sur la réponse, il y a 2 éléments déjà à ce stade qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre pour exécuter l'arrêt. Et ces éléments-là viendront de manière contrainte par la Commission si nous ne prenons pas les mesures. C'est premièrement arrêter d'envoyer les missions de l'Office alimentaire et vétérinaire au Sahara occidental. Et cet été, par le biais d'une question parlementaire, on a provoqué une réaction de la Commission après l'audience devant la Grande Chambre. On avait récupéré une carte de l'Office alimentaire et vétérinaire qui incluait le Sahara occidental dans son champ d'application. La Commission a rectifié la carte et elle a dit que toutes les missions qui devaient visiter des installations au Sahara occidental sont suspendues jusqu'à la fin de l'année. On a le résultat de la Cour maintenant, c'est qu'elles sont suspendues, elles doivent être annulées. Premier point. Second point, ce sont les 120 exportateurs agréés qui sont implantés au Sahara occidental. Leur règlement ne vaut rien du tout. Donc quand ils certifient une origine, ça n'est pas un produit qui peut pénétrer le marché de l'Union européenne. Donc ce qu'il faut que fasse la Commission européenne, c'est qu'elle rectifie les listes d'exportateurs agréés qui lui sont envoyées par le Maroc en ne publiant que les agréments des exportateurs qui sont implantés sur le territoire légal du Maroc. Ça voudra dire très concrètement que pour les autres qui ne correspondent pas à un numéro dans le cadre de l'accord, l'exportation n'est plus possible. Et ça, c'est une mesure extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc, soit la Commission l'a fait de bonne foi et elle exécute l'arrêt, et à titre personnel, on pose beaucoup de questions sur l'exécution de l'arrêt, mais je ne peux pas imaginer que dans une union de droit où le pouvoir politique est soumis à la Cour et au juridique, le pouvoir politique ne respecte pas une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en grande chambre. Donc moi, ma présomption, c'est que la Commission va exécuter l'arrêt. Si elle ne le fait pas, à ce moment-là, on fera ce qu'il faut pour s'assurer que les listes d'exportateurs agréés sont rectifiées. Donc ça, c'est vraiment un dispositif très technique, très simple, et ça n'est pas un recours contentieux, et ça sera facile à faire pour fond de ça. Excusez-moi, parce que c'est une question passionnante. Et pour arriver à permettre à ces exportateurs dits agréés, qui sont désagréés, de continuer leurs activités commerciales avec l'Union européenne, du point de vue du droit, si je vous suis, mais il faudrait qu'en fait ce soit le Front Polisario qui agrée. Absolument. C'est la seule option. La question, elle est extrêmement simple, et la Cour vraiment le pose de manière vraiment très nette. C'est que, d'abord, au plan du droit, on ne peut pas prendre un produit qui vient d'un territoire sans qu'il y ait une base juridique en droit de l'Union européenne pour permettre cette importation-là. S'il n'y a pas de base juridique, le produit ne peut pas rentrer. Première chose. Deuxième chose aussi, on est sur des cas des produits ici qui sont très particuliers parce qu'ils sont le fait d'une occupation illégale au regard du droit international, donc ils sont le produit du crime. Est-ce qu'on peut commercialiser le produit du crime sur le territoire de l'Union européenne? Est-ce que demain on peut vendre de la drogue, de la fausse monnaie ou des produits issus de l'agriculture qui sont issus d'une occupation illégale au regard du droit international? Et ensuite, c'est là où vraiment la Cour fait, je veux dire, elle boucle vraiment son raisonnement, c'est qu'il y a ce principe de l'effet relatif, où elle pose la règle, le principe absolu du consentement du peuple sahraoui pour toutes les opérations juridiques qui ont trait à ses ressources naturelles. Donc le commerce peut se faire, mais le peuple sahraoui, par l'intermédiaire de son représentant, qui est le Front Polisario, doit consentir à ces opérations-là. Donc la solution, effectivement, la seule solution, ça sera un agrément par le Front Polisario. C'est le point 124, où la Cour a évoqué l'hypothèse d'une volonté de l'Union consistant à considérer que les accords peuvent s'appliquer. Une telle décision serait nécessairement inconciliable avec le principe d'exécution des traités de bonne foi.
nécessairement inconciliables. Voilà. Est-ce que la Commission peut prendre le risque de dire j'ai pas lu ce qui est écrit ici? Elle peut trouver une solution de faire un communiqué de presse et de gagner un petit peu de temps, mais nos futurs. Maître, il y a une question. pardon, excusez-moi. Il y a une question. J'ai une question sur les conséquences pour d'autres accords, par exemple l'accord de la pêche ou le revenellement de tout ce qui est lié avec le financement de l'énergie renouvelable au Maroc dans le territoire du Sahara occidental. Alors, sur l'accord de pêche, c'est très simple. On est sur la même problématique que l'accord d'association, c'est-à-dire un accord qui dit l'accord s'applique au territoire du Maroc, aux eaux sous la juridiction du Maroc. Il y a deux problématiques. C'est d'abord que, évidemment, le Sahara occidental, le territoire du Sahara occidental, ça n'est pas le Maroc, première question. Deuxième question qui est extrêmement importante, c'est que le Maroc a déclaré sa zone économique exclusive, c'est-à-dire là où il a le droit de disposer de ses droits de pêche, avant l'annexion du Sahara occidental. Donc, au large du Sahara occidental, il n'a jamais déclaré de zone économique exclusive. Alors que la République arabe sahraoui démocratique a fait une déclaration, elle. Donc, la question, c'est à nouveau le même problème de la base juridique. Comment est-ce qu'on peut pêcher, négocier un accord avec le Royaume du Maroc pour pêcher dans des eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté du Maroc? Alors, par rapport à l'arrêt qu'on a là, on est vraiment sur la même problématique. Là où ça peut changer un petit peu, c'est qu'on a tous les chiffres des investissements européens qui sont faits au Sahara occidental, et on voit que les investissements, l'aide de l'Union européenne visent essentiellement à développer les infrastructures de pêche au Sahara occidental. Le deuxième élément qu'on a, c'est les rapports des comités scientifiques entre l'Union européenne et le Maroc, qui démontrent que l'accord est appliqué, je dirais, à 80% dans les eaux du Sahara occidental. Et là où la problématique est vraiment fondamentale, c'est que dans le cadre de l'accord d'association, ce sont des exportations. Donc l'Union européenne se retrouve en situation de recel. Elle recèle le produit du crime. Dans le cadre de l'accord de pêche, ce sont des bateaux européens qui eux-mêmes commettent le crime, parce qu'ils prennent des ressources qui ne leur appartiennent pas. Donc là, la causalité est directe. Et je dirais que l'implication pour l'Union européenne dans le cadre de l'accord de pêche est encore plus lourde. Donc on verra comment ça va se passer devant le tribunal. Ce qui est sûr, c'est que le Front Polisario, il ne rêve pas de faire du contentieux. Personne n'aime faire du contentieux. La procédure devant le tribunal, pour l'instant, a été suspendue. Elle a été renvoyée devant la grande chambre du tribunal. Le tribunal, va revenir vers nous maintenant qu'il y a l'arrêt de la Cour pour nous demander ce qu'on en pense, quelles sont les conclusions qu'on en tire. On sera prêt à répondre. Mais le Front Polisario est aussi prêt à avoir un accord avec le Conseil et la Commission pour suspendre la procédure, pour négocier sur les droits de pêche. Par contre, si on n'a pas cet accord-là, si on n'a pas cet interlocuteur-là, le Front Polisario sera obligé de faire, dans le cadre de l'accord de pêche qu'il a fait, dans le cadre de l'accord d'association, avec une issue, honnêtement, qui à nouveau vraiment laisse peu de place au hasard. C'est-à-dire que soit on arrivera sur la solution de la Cour, qui est une lecture très formaliste, soit le tribunal nous dira, effectivement, la pratique est tellement massive que ça modifie les termes du traité, et à ce moment-là, j'annule parce que c'est illégal. Sur l'accord de pêche, c'est un accord qui est condamné, il faut le dire, à très court terme. Sur la question de l'exploitation des ressources naturelles et puis de l'énergie renouvelable au Sahara occidental, alors d'abord je rappelle que dans la salle il y a des membres de l'organisation Western Sahara Resources Watch qui font un travail exceptionnel sur l'exploitation des ressources au Sahara occidental. Et ça, je tiens vraiment à le souligner parce qu'on est allé aussi loin dans la procédure, car on avait ces données factuelles qu'on a réussi à obtenir de leur site web et qui eux sont vraiment capables de répondre sur les aspects techniques de qui est implanté là-bas, comment est-ce qu'on finance, quel est le montant de l'investissement. Ce que je peux vous dire d'un point de vue juridique, c'est à nouveau la règle du consentement du peuple sahraoui. Comment est-ce qu'une société peut s'implanter au Sahara occidental si elle n'a pas demandé au Front Polisario? Quelle est sa base juridique? La question est simple. S'il n'y a pas de base juridique, quel est l'assureur, quel est le banquier qui va financer un investissement illégal? Il y a des fonds de pension en Europe qui investissent dans ces sociétés-là. Qu'est-ce qui se passe si demain toutes les conventions tombent? On perd tout l'argent des gens qui ont assuré leur retraite comme ça? Donc, il faut vraiment que les investisseurs privés comprennent qu'à partir du moment où on a cet arrêt de la Cour qui est aussi clair, qui est applicable dans tous les États membres, il n'y a plus aucune base juridique pour qu'ils fassent leurs opérations au Sahara occidental.
Et donc, on les invite à nouveau à prendre contact avec le Fonds Polisario, qui lui peut les sortir d'illégalité. Ou alors trouver une foi transactionnelle pour leur donner une autorisation éventuellement. Mais en l'état, c'est sûr et certain que leur investissement repose sur du sable et que demain, il peut être balayé à la première occasion. Il faut bien souligner ce point pratique. C'est-à-dire que là, pour le moment, on agit contre le Conseil, la Commission, les institutions, les États. Et que par ailleurs, et qui ont donc une certaine puissance. Bon. Que le Maroc a une puissance d'État et il a un attachement à une histoire politique, on va dire. Bon. Nous, on peut maintenant, depuis cet arrêt, cibler directement les entreprises. Et je pense que ce soit les entreprises dans la pêche, dans l'agriculture ou dans tout autre secteur, qui elles n'ont ni la puissance de l'État, ni le même attachement viscéral à défendre une souveraineté qui n'existe pas. Et je pense que pour une entreprise, que ce soit l'entreprise elle-même, son banquier ou son assureur, le risque de responsabilité est absolument considérable quand ils vont le faire analyser juridiquement avec cet arrêt. Donc, pour nous, il est clair qu'on agit sur le plan des institutions face aux États, mais les entreprises vont devenir des interlocuteurs absolument privilégiés et il faut qu'elles prennent toutes leurs responsabilités. C'est des personnes de droit privé qu'on peut signer devant n'importe quel tribunal en France. Dans le prolongement de ce qui a été dit, je veux vraiment souligner que il ne faut pas douter du fait, parce que des fois il y a un scepticisme quand on engage des procédures en justice où on nous dit elles ne sont pas appliquées. Je pose une question simple. Qui est-ce qui pensait qu'il y a 3 ans en arrière, le Fonds Polisario, Mouvement de libération nationale du Sahara occidental, seul représentant du peuple sahraoui, serait capable de saisir la Cour de justice de l'Union européenne et de faire tomber un accord conclu avec le Royaume du Maroc? Qui dans la salle aurait parié? On y est arrivé et on a une décision de la grande chambre de la Cour de justice fondée sur le droit à l'autodétermination et le droit international général et qui réitère tous les plus grands principes qui sont applicables à l'égard du Sahara occidental. Donc je peux vous dire qu'on a mis une énergie pour obtenir cette décision. On mettra la même énergie pour obtenir son exécution et ensuite on mettra aussi la même énergie pour aller après les investisseurs privés qui sont les plus faibles. Parce que pour les conseillers, ils n'ont pas le service juridique de la Commission, ils n'ont pas le service juridique du Conseil. Donc il faut être vraiment absolument certain qu'on fera tout pour tirer toutes les conséquences juridiques de ce qu'on a obtenu devant la Cour de justice de l'Union européenne. Oui. Bien, avant de terminer, je voudrais exprimer nos sincères remerciements aux avocats qui ont mené un travail remarquable, et aussi à nos amis de Western Sahara Source Watch qui viennent d'être signalés, qui également les ont accompagnés et ont fait un travail remarquable depuis de nombreuses années. Mais je saisis aussi cette occasion pour remercier certains pays qui ont toujours eu une position très claire vis-à-vis de ce dossier avant même que la Cour statue. Je voudrais mentionner la Suède, la Finlande, la Hollande, le Royaume-Uni qui se sont abstenus ou ont voté contre des accords de pêche et des accords agricoles entre l'Union européenne et le Maroc pour que cela n'inclue pas le Sahara occidental. C'est une victoire de la justice, c'est une victoire du peuple sahraoui, mais c'est aussi une victoire pour ces pays qui ont une certaine idée de la légalité internationale et qui ont été reconfortés par ce jugement de la Cour. Merci. On a quelques exemplaires de l'arrêt.